Dans sa version entièrement électrique i408, le crossover coupé de Peugeot offre une proposition inhabituelle, légèrement compromise, mais plutôt séduisante. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews ici. Je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Laissez-moi passer la parole à notre présentateur, Colin. Peugeot apporte toute la puissance électrique à sa berline familiale avant-gardiste 408. Nous allons donc y regarder de plus près. Dès le début, Peugeot nous avait promis qu'il y aurait une version entièrement électrique de sa berline compacte stylisée, la 408. Au début, nous pensions qu'elle aurait la même motorisation électrique limitée que la E308. Récemment, nous avons envisagé de lui faire profiter de la batterie plus avancée et plus grande de la U3008. Finalement, la voiture a été lancée ici début 2025 sans aucune de ces deux options, ce qui était une décision curieuse de la part de Peugeot. Comme les versions électriques des autres modèles de la marque, cette 408 électrique ne souffre étonnamment pas de l'installation de sa motorisation sans carburant fossile. Donc, c'est toujours une Peugeot compacte de taille moyenne, à mi-chemin entre la berline et le crossover, qui fera tourner la tête des voisins par-dessus la clôture. Pour en savoir plus sur cette voiture, téléchargez l'application Car and Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cette i408, alors restez avec moi pour l'essai routier le plus complet du secteur, le test Car and Driving Car Reviews. Prenez le volant d'une E408, et cette motorisation entièrement électrique semble parfaitement adaptée à la voiture, fluide et raffinée. Mais il est difficile de ne pas penser à le sujet qui fâche ici. Lorsqu'un constructeur commence à parler du nombre de kilomètres que parcourt en moyenne un client de véhicule électrique par jour, soit 45 km. Apparemment, dans le segment C, vous savez, les marketeurs se retrouvent avec un produit qui a du mal au niveau de l'autonomie des véhicules électriques. Dans le cas de cette E408, ce chiffre n'est que de 453 km, ce qui, pour vous donner une idée du segment, représente environ 80 à 110 km de moins que des modèles comparables au même prix et visant la même clientèle, comme les versions à plus grande batterie de la Volkswagen ID.5 et de la Nissan Ariya. Il n'était en fait pas nécessaire que cette voiture soit ainsi limitée. Apparemment, la batterie longue autonomie de 98 kWh proposée avec le E3008 aurait pu convenir, mais Peugeot n'a vraisemblablement pas voulu que cette i408 soit équipée de ce plus gros pack avec les inconvénients d'un poids plus élevé et d'un coût supérieur. Donc, à la place, le i408 se retrouve avec une batterie NMC d'une capacité utile de 58,2 kWh que nous n'avions jamais vue auparavant sur un modèle du groupe Stellantis. Elle est au moins légèrement plus grande que la batterie de la E308 compacte de la marque, qui, dans sa version mise à jour, dispose désormais d'une capacité utile de 55,4 kWh. Malheureusement, cependant, comme cette E408 est presque 200 kg plus lourde que la E308, cette capacité supplémentaire ne se traduit pas par une autonomie supplémentaire. En revanche, vous bénéficiez de beaucoup plus de puissance que dans la E308, le moteur synchrone avant développant 210 chevaux. C'est 56 de plus, ce qui, avec un couple dynamique de 345 Nm, permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 7,6 secondes. C'est quelques secondes de moins que la berline. Cependant, la vitesse maximale est limitée à 159 km/h, atteignable uniquement dans le mode de conduite le plus dynamique des trois. Le mode sport, qui fait passer les petits cadrans virtuels devant vous à une jolie teinte vert citron. Le mode sport est le seul des réglages qui libère toute la puissance du moteur, dans le mode normal que vous utiliserez. La plupart du temps, il n'y a que 184 chevaux et en mode éco, seulement 156. Dans ce mode économique, l'accélérateur ne semble pas englué, contrairement à de nombreux véhicules électriques. Lorsque nous avons essayé la version thermique de cette voiture, nous avons apprécié sa direction bien équilibrée et sa maniabilité vive. L'effet est accentué par la position de conduite basse et la façon dont les braquages d'un coup de poignet sont facilités par le tout petit volant. Eh bien, inévitablement, une partie de ce dynamisme a été atténuée par le poids supplémentaire du groupe motopropulseur électrique. Mais cela reste l'un des meilleurs véhicules électriques de sa catégorie à conduire sur des routes secondaires sinueuses.
Mais si vous attaquez fort dans les virages serrés, vous verrez vite que l'adhérence manque. Cela vient des pneus Michelin e-Primacy, axés sur l'écologie, qui, sur sol mouillé, n'aident pas à corriger la tendance de la roue avant à parfois perdre en motricité lors de sorties rapides de carrefour ou de rond-point. Le confort de conduite reste correct sur le bitume souvent dégradé, mais les nids de poules et les ralentisseurs peuvent surprendre. Sur la suspension passive conventionnelle, aucun système d'amortissement adaptatif n'est disponible. Heureusement, ce n'est pas nécessaire sur autoroute, où la voiture est remarquablement raffinée et est vraiment dans son élément. Ou du moins, ce sera le cas si vous arrivez à ne pas vous inquiéter constamment de l'autonomie, qui pourrait avoir du mal à atteindre les 320 km à une vitesse constante de 110 km/h en dehors de l'autonomie. Le seul vrai problème concerne la maniabilité. La visibilité par-dessus l'épaule n'est pas excellente et la caméra de recul se couvre de saleté sous la pluie. Si vous aggravez le problème en démarrant un matin humide après avoir été garé sous un arbre, il sera encore plus difficile de voir à l'arrière. Parce que Peugeot a assez mesquinement omis d'installer un essuie-glace sur la vitre étroite du haillant. Il est désormais à la mode dans ce segment que les groupes motopropulseurs électriques proposent de faux sons de moteur. Mais celui-ci n'en bénéficie que dans le cadre d'un pack Driver Sport installé au-dessus de la finition de base. Si vous vous demandez comment régler la régénération au freinage, eh bien, cela se fait grâce à de vraies palettes au volant, avec un choix de 3 niveaux. Le plus puissant de ces réglages ralentit la voiture de façon notable, mais pas autant que le mode à une pédale que proposent certains concurrents. À part les logos et l'absence d'échappement, il n'y a pas vraiment de moyen visuel de distinguer la E408 de ses versions thermiques en concession, ses cousines de gamme. Et c'est exactement ce que Peugeot souhaite, car nous voulions préserver le design et son attractivité. Selon le directeur produit de la marque, Jérôme Michelin, son équipe de design pense que cette silhouette est unique. Mais sommes-nous les seuls à voir des similitudes avec un autre design influencé par Gilles Vidal? Le Renault Terrafal? Peugeot écarte de telles comparaisons, décrivant la 408 comme une réinvention de la berline de taille moyenne. Eh bien, elle ne ressemble pas vraiment à une berline vue de côté, c'est plutôt une compacte surélevée façon SUV. L'impression est accentuée par les élargisseurs d'ailes noires et une garde au sol de 4 cm supérieure à la moyenne des compacts. Elle mesure 4,69 mètres de long et 1,48 mètres de haut. Avec une allure résolument sportive et un coefficient de traînée assez faible de 0,29, la voiture présente une ceinture de caisse haute. Avec cette section de montancé relevée qui vise à dissimuler le porte-à-faux arrière allongé, ce bas de caisse noir nervuré sépare les arches, abritant ici de grandes jantes de 19 pouces au design diamanté graphite. Toutes les jantes en alliage possèdent des enjoliveurs centraux Star sur mesure, mettant en valeur le nouveau blason Peugeot, dont une version agrandie apparaît curieusement aussi sur les portes avant. Sur les modèles GT comme celui-ci, la face avant varie beaucoup selon le niveau de finition. Vous voudrez sûrement une version GT, une voiture comme celle-ci. Parce que la 408 semble avoir été dessinée autour des différents petits ajouts visuels qui distinguent ses versions plus haut de gamme, en particulier cette calandre avant saisissante avec ses accents verticaux couleur carrosserie. La version de base, Allure doit se contenter d'un visage beaucoup plus sobre et de phares LED Eco, plutôt que des faisceaux LED matriciels perçants que l'on retrouve ici. Dans tous les cas, il y a un capot élégant à double nervure, et ces bandes verticales inclinées de feu de jour en forme de croc sont une signature de la 408 se prolongeant dans de grandes prises d'air noir. Ce blason central Peugeot dissimule le radar pour les systèmes d'assistance à la conduite embarquée de la voiture. À l'arrière, ou, ce qui est agaçant, il n'y a pas d'essuie-glace. Les voies larges sont mises en valeur par une bande centrale qui sépare les feux arrière, arborant désormais l'éclairage à 3 griffes, signature de Peugeot. Les versions GT, comme celle-ci, bénéficient d'un design LED 3D à lentilles transparentes améliorées. Tout aussi inhabituel, juste devant cette antenne de toit en forme d'aileron de requin, se trouve ce béquet de toit supérieur au profil arrière incliné, de style oreille de chat, qui optimise le flux d'air vers le béquet du coffre. En dessous, la partie inférieure du pare-choc, ornée d'un motif, est encadrée par des blocs de feu de recul réfléchissants. Et tout cela repose sur la 3e génération de la plateforme EMP T2 habituelle de la marque, dont le développement aurait coûté 630 millions d'euros.
C'est la version V3 de ce châssis qui est utilisée ici, ce qui, comme pour la Opel Astra et la Peugeot 308, signifie que des motorisations hybrides légères, hybrides rechargeables et électriques à batterie peuvent toutes être intégrées sans problème. Tout comme l'extérieur, est-ce que l'habitacle sera tout aussi avant-gardiste? Eh bien, oui. Vous le penserez probablement. Rien n'est vraiment différent d'une 408 thermique, donc tout est très marqué et anguleux. Avec le tableau de bord et la console centrale à différents niveaux, presque tout ce que vous touchez est agréable et de haute qualité. Cependant, vous ne profitez pleinement de l'effet recherché qu'avec l'une des versions GT, qui propose des surpiqûres vertes élégantes et une sellerie partiellement en simili-cuir. La première décision est de savoir si vous pouvez vous habituer au design unique du tableau de bord e-cockpit et à son petit volant. Au lieu de regarder les instruments à travers le volant, vous êtes censé les voir par-dessus. Les petits compteurs, qui sont de type virtuel et s'affichent sur un écran de 10 pouces, sont eux aussi inhabituels. Toutes les informations sont claires et faciles à assimiler. En option sur la finition GT ou haut de gamme, cet écran profite des graphismes 3D intelligents présents ici. Appuyez sur l'extrémité du commodo gauche pour changer le format d'affichage. En général, un petit cadran se trouve à chaque coin. À gauche, la vitesse avec l'autonomie en dessous. À droite, un indicateur de puissance, d'écho ou de charge avec la capacité de la batterie en dessous. Avec les différents formats d'écran, vous pouvez varier ce qui est mis en avant au centre de l'écran. La plupart des options incluent un graphique d'assistance à la conduite, soit comme élément principal, soit associé aux données de trajet ou à de plus grands cadrans où vous pouvez choisir de privilégier la cartographie de navigation. En appuyant sur l'extrémité du commodo droit, vous affichez les données de trajet. L'écran central fait aussi 10 pouces, mais il est plus profond et informatif, avec des iToggle selon Peugeot, servant à la climatisation ou d'autres fonctions selon vos préférences. La partie réellement utilisable de l'écran principal n'est pas aussi grande qu'elle en a l'air au premier abord, car il y a de larges commandes de température affichées en permanence de chaque côté. Comme souvent chez Stellantis, l'écran d'accueil est découpé en sections de widgets personnalisables. Faites glisser vers la gauche pour en découvrir d'autres, y compris le tiroir d'application habituel qui sur cette U408 comprend les sections énergie et e-coaching de la voiture. Faites encore glisser à gauche pour voir toute la cartographie du système. On pourrait penser que cet écran central se prolongerait vers le bas de la console, mais les designers ont préféré séparer la console inférieure pour libérer plus d'espace de rangement avec un petit sélecteur de vitesse compact. La fabrication de l'usine française de Mulhouse est difficile à critiquer. Et il y a des touches élégantes comme des bandes lumineuses d'ambiance sur les portes, des pédales avec garniture argentée et des seuils de porte Peugeot. Quoi d'autre? Eh bien, le petit volant, soigneusement équipé des commandes ADAS à gauche et des boutons de fonction multimédia à droite, ainsi que tous vos réglages préférés de l'habitacle. Les écrans numériques, l'éclairage d'ambiance, vos stations radio préférées, etc. peuvent être sauvegardés dans l'un des 8 profils utilisateurs. Les conducteurs sont identifiés automatiquement en entrant dans la voiture via leur smartphone. 2 smartphones peuvent être connectés en Bluetooth en même temps, d'ailleurs, et vous pouvez choisir parmi 8 couleurs d'éclairage d'ambiance. Ce qui est moins bien, c'est la position d'assise basse, qui aggrave le problème de la mauvaise visibilité arrière 3/4 à cause des gros angles morts du montant C et de la lunette arrière étroite. Heureusement, une caméra de recul est de série sur toute la gamme. Le réglage lombaire est de série pour les sièges magnifiquement garnis. Malheureusement, il faut aller jusqu'au sommet de la gamme pour avoir la possibilité de les obtenir en version ultra confortable, à réglage électrique et avec fonction massage. Dans cette configuration, ils ont obtenu le précieux label d'approbation de l'AGR qui milite pour la santé du dos. N'est-ce pas? Il est temps de jeter un œil à l'arrière maintenant, car comme avec d'autres modèles à haillons inclinés, il faut faire un peu attention pour ne pas se planter la pointe de la porte arrière dans la poitrine en l'ouvrant. Eh bien, on ne peut pas vraiment dire que ce soit spacieux ici à l'arrière. Ou du moins, ça ne le sera pas si les personnes assises devant vous font au moins une taille moyenne. Mais pour être honnête, peu de modèles à haillons de taille similaire font vraiment mieux, et l'espace au genou de 188 mm est raisonnable selon les standards de la catégorie. Le problème pour Peugeot, c'est que pour ce genre de budget, il existe pas mal de crossovers électriques assez stylés dans ce segment qui sont plus grands que celui-ci,
et donc nettement plus spacieux. Ici, à l'arrière, il y a plus d'espace pour la tête et les genoux que dans une E308, mais pas beaucoup plus. Ces dossiers de siège creusés n'aident pas beaucoup pour l'espace aux genoux, et il n'y a pas beaucoup de place pour glisser vos pieds sous les sièges devant. Mais au moins, le tunnel central est bas. Cela dit, vous ne seriez pas vraiment tenté d'en profiter pour asseoir quelqu'un au milieu, à moins qu'il ne s'agisse d'un enfant. Peugeot affirme que la faible inclinaison du toit vers le montant C a permis de préserver la garde au toit, mais cela reste tout de même assez limité. Donc, vous ne devriez pas être tenté de la réduire davantage en choisissant le toit panoramique en verre en option. Les appuis-têtes s'enfoncent inconfortablement dans l'épaule tant qu'ils ne sont pas relevés. Cependant, comme à l'avant, la finition élégante compense cela. La façon dont la partie intérieure de cet accoudoir central est habillée, par exemple, est bien loin de la norme médiocre habituelle. 2 portes gobelets, un compartiment stylo, des bacs de porte avec porte-bouteilles et des poches derrière les sièges avant sont présents. Les crochets pour manteau ont été oubliés sur les poignées au plafond. Mais il y a de petites lampes de lecture LED au-dessus de chacune, et il y a un petit compartiment central avec 2 ports USB-C et 2 aérateurs juste au-dessus. Regardons l'arrière. Le haillon électrique est disponible au-dessus de l'entrée de gamme, mais il n'est pas indispensable. Lorsque le haillon se soulève, vous remarquerez la tablette à 2 parties, la partie la plus proche étant fixée à l'intérieur du haillon. La capacité du coffre est réduite par rapport à la version hybride auto-rechargeable 145, elle est de 460 et 11 litres, soit 65 litres de moins, la même capacité que la version hybride rechargeable. Cela diminuera de 17 litres avec le système AFI Premium Focal. De plus, de nombreux concurrents offrent plus d'espace pour les bagages. Mais grâce à la forme bien carrée de cet espace de chargement, au moins les objets encombrants comme les poussettes pliantes devraient encore y entrer sans trop de difficultés. On retrouve aussi les crochets habituels pour les sacs et les points d'ancrage au sol. Il y a également un seuil de chargement argenté, pas très pratique, et une sangle élastique sur la gauche. Presque tout l'espace sous le plancher est occupé, avec la batterie de traction au-dessus et un compartiment à filet latéral se trouve sur la droite. Et vous avez aussi une trappe à ski pour les objets plus longs, afin de compenser la banquette arrière classique fractionnée 60-40. Tout rabattre à plat ne peut se faire qu'avec ses loquets sur les parois latérales du coffre. Et une fois le dossier aplati, il y a 1545 litres de capacité, soit 38 litres de moins que les hybrides 145. Lorsque le dossier de la banquette est abaissé, il est possible de charger un objet allant jusqu'à 1,89 m de long. Cette U408 est éligible à la subvention gouvernementale pour voitures électriques. Le montant de 1500 livres en tout cas, une fois celui-ci déduit au moment de ce test. Fin 2025, les prix demandés commençaient juste en dessous de 35 000 livres. Pour la version de base allure, c'est un montant nettement supérieur à celui de la U308 berline, au style plus conventionnel, mais à l'ingénierie très similaire de la marque. Environ 5 500 livres de plus. Donc, vous payez ici un prix conséquent pour un look plus élégant. Mais consolez-vous en pensant qu'avec la déduction de la subvention, la E408 est en réalité la variante la moins chère de la gamme, 408 environ, 1100 livres de moins que la version hybride auto-rechargeable 145 et la somme énorme de 7000 livres de moins que la variante hybride rechargeable 225. La plupart des clients de la i408 voudront cette version GT de niveau intermédiaire au look plus sportif, qui était affichée à un peu plus de 37 000 livres au moment de ce test. Un supplément d'un peu plus de 3 000 livres offre la finition GT Premium haut de gamme. Mais ce genre de somme vous fait passer dans le segment supérieur où vous trouverez des crossovers électriques de taille moyenne, plus grands et avec une plus grande autonomie que celui-ci. Des voitures comme la Tesla Model 3, la Kia EV6 et le Ford Explorer. Cela dit, il existe de nombreux concurrents plus grands et avec une plus grande autonomie dans le segment de prix inférieur, où les modèles U408 grand public sont en concurrence. Au moment de notre essai, le prix d'une U408 de base vous aurait également permis d'obtenir une Nissan Ariya de 87 kWh avec environ 80 km d'autonomie, en plus et près de 100 chevaux supplémentaires. Pour le budget de 37 000 livres de cette E408 GT de milieu de gamme, vous pourriez avoir une batterie plus grande, donc plus d'autonomie et d'espace intérieur avec des voitures comme la MG ZS EV version longue autonomie ou de base Volkswagen ID.4 modèle 77 kWh.
Et pour seulement quelques milliers de livres de plus qu'une i408 GT, vous pourriez vous offrir une Mercedes CLA 250+. Avec une énorme batterie de 85 kWh, vous offrant une autonomie impressionnante de 779 km, c'est plus de 320 km de plus que ce que cette Peugeot peut offrir. La seule voiture de ce segment que l'i408 peut égaler confortablement sur la plupart des points, c'est sa proche cousine du groupe Stellantis, la DS4 Utens, qui coûte à peu près le même prix qu'une i408 et possède essentiellement la même motorisation, mais propose un coffre plus petit. Peugeot espère cependant que vous trouverez qu'aucune des voitures que je viens de mentionner ne fait une déclaration de style aussi marquante que l'i408. Si vous êtes d'accord, il faut connaître l'équipement de série. Voyons cela maintenant, comme on peut l'espérer à ce prix. Même la finition d'entrée de gamme Allure vous offre pas mal de choses. Plus précisément, vous obtenez des jantes alliage JASP de 19 pouces, des phares Eco-LED avec l'assistance Smart Beam pour les feux de route, des feux de jour à LED signature et des feux arrière à LED effet griffe. Vous bénéficiez aussi de rétroviseurs rabattables électriquement, phares et essuie-glaces automatiques, pare-brise acoustique teinté, capteur de stationnement arrière, vitres arrière surteintées, sélecteur de mode de conduite et une alarme agréée. De plus, l'assistance au feu de route permet de passer automatiquement en feu de croisement la nuit. À l'intérieur, avec une version Allure i408, vous bénéficiez de la climatisation automatique Bison avec un système de qualité d'air AQS3, d'un rétroviseur intérieur électrochrome, du réglage lombaire du siège conducteur et d'un combiné d'instruments numériques de 10 pouces. Et d'un volant chauffant en croûte de cuir et laqué, étonnamment petit et multifonction. Cela fait partie du design inhabituel de la planche de bord Peugeot à la cockpit. Il y a des sièges avant dynamique, une sellerie couleur sable, partiellement garnie de cuir synthétique, Isabella, un éclairage d'ambiance pour les panneaux de porte, des pédales sport en aluminium, une caméra de recul couleur à 180 degrés et une trappe à ski pour la banquette arrière. La connectivité multimédia est assurée par un autre écran de 10 pouces, celui-ci, le moniteur central d'infodivertissement iConnect, qui intègre la réplication sans fil des smartphones Apple CarPlay et Android Auto. Un bon système audio, avec 2 woofers dans les portières et 2 tweeters dans les montants avant. De plus, il y a la navigation connectée avec les mises à jour TomTom Live et les alertes de radar, ainsi que les mises à jour à distance et la reconnaissance vocale. En répondant à la phrase « D'accord, Peugeot », vous pouvez également interagir avec votre i408, même lorsque vous êtes loin grâce à l'application My Peugeot. Grâce à cela, vous pouvez consulter des données essentielles comme la consommation d'énergie et le niveau de charge, et vous pouvez également prendre des rendez-vous d'entretien et accéder à un manuel numérique. Les choses commencent à devenir un peu plus luxueuses avec la finition GT de milieu de gamme que nous avons ici, reconnaissable à ses jantes alliage diamantées graphite de 19 pouces, une calandre avant avec des accents verticaux, couleur carrosserie et des badges emblème Lion sur les portes avant. Les phares LED ultra fins bénéficient de la technologie matricielle intelligente avec 5 modes d'éclairage, tandis que les feux arrière LED 3D offrent une séquence d'accueil séquentielle lorsque vous déverrouillez la voiture. De plus, la finition GT propose un haillon électrique intelligent. La sellerie à surpiqûre verte combine le tissu Blomka avec le simili-cuir Isabella. Un rétroviseur intérieur sans cadre, des pare-soleil avec miroir de courtoisie LED escamotable et des tapis de sol de luxe à surpiqûre verte sont inclus. Le volant a aussi des surpiqûres vertes et du cuir pleine fleur. L'habitacle est équipé d'e-toggles virtuels et d'un ciel de toit noir Mistral, ainsi que de finitions en aluminium pour les seuils de porte et le seuil de coffre. De plus, avec la finition GT, un pack driver sport ajoute un son moteur numérique et il y a un système d'assistance au maintien de la voie pour vous garder au centre de votre voie sur l'autoroute. La finition GT Premium haut de gamme vous offre le véritable luxe avec une sellerie en cuir noir Mistral, des réglages électriques, le chauffage et le massage pour les sièges avant, ainsi qu'un siège conducteur plus confortable certifié AGR. Il y a aussi un système hi-fi, Focal Premium de 690 watts avec un amplificateur à 12 canaux, un pack caméra à 360 degrés et un affichage 3D pour l'écran des instruments. Il y a aussi le régulateur de vitesse adaptatif, l'ouverture intelligente du haillon par le pied, un système de filtration de l'air et des fonctions d'assistance à la conduite par caméra. Il est incompréhensible qu'un simple chargeur sans fil soit réservé à la version la plus chère.
Malheureusement, la version GT Premium est la seule de la gamme à bénéficier de série de la pompe à chaleur qui permet de préserver l'autonomie par temps froid. Les propriétaires des versions Allure et GT devront débourser 450 livres sterling supplémentaires pour cette fonctionnalité. Peugeot doit vraiment reconsidérer cela. Passons aux options. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez ajouter à une version Allure de base. Hormis les capteurs de stationnement avant, la plupart des options de la GT Premium sont disponibles sur la GT avec supplément. Les deux variantes peuvent recevoir un toit ouvrant panoramique pour 9 cents livres sterling de plus, et tous les modèles un attelage. Sachez que, sauf si vous optez pour la couleur standard blanc euconite métallisé, un supplément sera demandé par Peugeot pour toute autre teinte. Si vous avez un budget plus élevé, il existe une teinte premium, cette couleur de carrosserie rouge élixir, qui coûte 950 livres sterling. Passons à l'équipement de sécurité. Comme vous pouvez vous y attendre, toutes les versions bénéficient du freinage autonome, le système de freinage d'urgence avancé de Peugeot. De plus, il y a l'assistance au maintien dans la voie, l'alerte de vigilance du conducteur et un système de freinage automatique post-collision qui freinera la voiture après un impact. Ainsi, vous avez moins de risques d'aller percuter autre chose. Il y a aussi les airbags habituels, doubles airbags frontaux, latéraux et rideaux, mais malheureusement avec la finition Allure de base. Ils ne sont pas reliés à un système d'appel d'urgence électronique. À moins de payer un supplément pour en avoir plus, il faut soit passer à la finition GT Premium haut de gamme, soit payer 650 livres sterling de plus pour le pack d'assistance au conducteur. Il est installé ici, ce qui vous donne une détection d'angle mort longue portée, qui fonctionne jusqu'à 75 mètres et vous alerte si vous êtes sur le point de vous déporter dangereusement devant un autre véhicule. L'alerte de circulation transversale arrière signale l'arrivée de véhicules lors d'une sortie en marche arrière d'une place. Et le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop et Go, qui ajuste automatiquement votre vitesse par rapport au véhicule devant vous sur l'autoroute. Et lorsque vous rencontrez un embouteillage, il vous arrêtera en douceur, puis, lorsque cela sera possible, redémarrera automatiquement votre véhicule. Si vous choisissez le Pack Drive Assist sur ce modèle GT, Peugeot inclura également l'écran du combiné d'instruments 3D, nous vous avons donné l'autonomie de 281 miles dans notre section de conduite, la même que celle d'une E3 108. Évitez les vitesses élevées et vous pouvez viser de manière réaliste une efficacité allant jusqu'à environ 4 miles et demi par kWh. Pour vous en approcher, vous devrez utiliser fréquemment le mode éco-fourni et le réglage le plus fort du freinage régénératif sélectionnable avec les palettes. Même en faisant cela, nous n'avons pas pu dépasser un peu plus de 260 miles lors de ce test. Avec une utilisation plus normale de la batterie de 58,2 kWh, cela se traduit par environ 40 miles de moins, ce qui place ce résultat bien en dessous des références d'autonomie dans ce segment. La plupart des concurrents ont des batteries plus grandes et peuvent donc proposer des chiffres commençant par un 3. Et comme nous vous l'avons dit dans notre section marché, si vous trouviez quelques milliers de plus, en ajoutant au prix de cette version GT milieu de gamme, vous pourriez vous offrir une Mercedes CLA 250 Plus avec une autonomie impressionnante de 484 miles. Est-ce que cette Peugeot peut regagner un peu de crédibilité en matière d'efficacité lorsqu'il s'agit de recharger la batterie? Eh bien, malheureusement, non. Passons à la recharge. Cette U408 a une vitesse de charge d'essai maximale de seulement 120 kW. Si je vous dis qu'une Volkswagen ID.5 de 77 kWh se recharge jusqu'à 175 kW et qu'une Mercedes CLA 250 plus atteint jusqu'à 320, vous comprendrez à quel point on est loin du standard de la catégorie. Pourtant, cela pourrait ne pas trop vous déranger. Grâce à sa batterie relativement petite, pour sa catégorie, cette i408 peut tout de même se recharger en courant continu. Elle peut passer de 20 à 80% en un peu plus de 30 minutes, récupérant 100 km d'autonomie en un peu plus de 10 minutes. Pour optimiser la recharge, le conducteur peut programmer les seuils inférieurs et supérieurs via une section de recharge sur l'écran central. Par exemple, en définissant une charge minimale de 20% et une charge maximale de 80%. Et la recharge rapide en courant alternatif à domicile. La batterie plus petite aide aussi. Comme la plupart des véhicules électriques actuels, cette Peugeot se recharge en courant alternatif à 11 kWh, si jamais vous disposez d'une alimentation triphasée. Et si vous pouvez faire cela, il vous faudra 6 h et 15 minutes pour une charge complète, ce sera 7 h et 30 minutes si vous avez une wallbox monophasée de 7,4 kW.
Via l'application smartphone Mi Peugeot ou en utilisant l'écran tactile du véhicule, les propriétaires peuvent programmer une heure de réveil pour la batterie. Cela signifie que les cellules peuvent être à la température optimale pour l'efficacité dès le moment où vous démarrez. De plus, bien sûr, l'habitacle peut également être pré-refroidi ou préchauffé. Quoi d'autre? Eh bien, l'écran de charge que nous avons mentionné plus tôt fait partie de la section énergie du écran central qui comprend également un graphique de flux d'énergie et une section de statistiques, montrant graphiquement votre consommation récente en kWh par 100 km sur les 30, 60 ou 180 dernières minutes. Peugeot propose également un écran d'e-coaching qui donne des conseils pour une conduite plus efficace. Cependant, il est peu probable que vous l'utilisiez beaucoup, car la plupart des conseils portent sur des choses assez évidentes, comme le fait qu'une accélération douce limite la consommation d'énergie. Les propriétaires peuvent choisir d'acheter un plan de service unique pour couvrir tout l'entretien essentiel. Les intervalles d'entretien sont d'1 an ou tous les 25 000 km, et avec la U408 électrique, vous recevrez un certificat de capacité de la batterie après chaque entretien. La batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km pour 70% de sa capacité. Pour des raisons connues de Peugeot, les véhicules électriques de la marque bénéficient d'une garantie véhicule bien plus longue que les modèles thermiques, avec un pack Allure-Car valable 8 ans et 160 000 km, sous condition, bien sûr. Pour l'entretien chez un concessionnaire agréé, vous bénéficierez du faible taux habituel de l'avantage en nature, soit 3% jusqu'au printemps 2026. Et le groupe d'assurance sera 33E pour l'Allure et 34E pour la GT. Il existe plusieurs raisons qui peuvent expliquer votre confusion face à ce que tente Peugeot ici. En termes de créneau de vente, le E408 se situe au-dessus des modèles compacts à haillons comme ses cousins Stellantis, l'Opel Astra électrique et la Peugeot i308. Mais elle reste trop petite pour concurrencer des véhicules électriques plus chers et vraiment de taille moyenne comme la Tesla Model 3 et la Polestar 2. La marque la considère comme un tremplin entre ces deux catégories de voitures. Si vous êtes moins indulgent, vous pourriez la voir comme n'étant ni l'une ni l'autre. Si cela ne vous dérange pas et que vous êtes séduit par son style élancé, ce qui pourrait bien être le cas, la prochaine chose à accepter est l'autonomie de conduite plutôt limitée. Ce qui est assez contradictoire avec le fait que cette voiture est le plus à l'aise lors de longs trajets sur autoroute. Avec la batterie longue autonomie plus lourde de l'EE 3008 installée, il aurait été plus facile de recommander cette voiture. On comprend pourquoi vous voudriez une i408. L'extérieur accrocheur est assorti d'un habitacle au design charismatique et très bien construit, et elle offre une sensation de conduite plus sportive que la plupart de ses concurrentes du segment. Il faudra dépasser la finition de base pour obtenir cela. Vous cherchez l'effet waouh, mais si vous le pouvez, vous aurez peut-être l'impression qu'il n'y a rien d'autre dans la catégorie qui lui ressemble.